Bonjour à tous dans ce bonus Voxmaker Plus où nous allons parler du film qui m'a inspiré, l'épisode de Fermez-la que vous venez de voir, Wonder Woman. Alors avant de parler du film en lui-même, j'aimerais bien parler un petit peu du projet de film Wonder Woman parce que c'est un truc qui est dans les tiroirs depuis une bonne dizaine d'années. Je me souviens, c'était à l'époque où le boom des super-héros commençait à venir avec Spider-Man, Batman, etc. Où on avait un projet de film dirigé par Joss Whedon lui-même. Le problème, c'est que ce film a été annulé pour X raisons. Tout comme le projet Green Lantern qu'il y avait dans cette période-là. C'est pour ça d'ailleurs que l'équipe de Bruce Timm, ceux qui ont fait la série d'animation Batman, ont fait 2 longs métrages d'animation servant à montrer à quoi ressembleraient des films sur telle licence. Et ça a grosso modo donné le film d'animation Wonder Woman qui est grosso modo un exemple de comment faire un film Wonder Woman. Mais malgré ça, et malgré le fait qu'ils avaient assez de confiance pour faire un film Green Lantern après ça qui était un petit peu raté, le projet est resté assez obscur, principalement parce que les films de super-héroïnes, ça y ressuscite pas. Surtout pour DC Comics, qui a probablement les pires films de super-héroïnes à son actif. Mais depuis qu'ils ont fait le DCCU et qu'ils ont casé à la fin de Batman v Superman le personnage de Wonder Woman pour voir si ça intéressait vraiment les gens de voir un film entièrement sur elle, et ben ils se sont dit, bon allez on va recycler ce projet. Le DC Cinematic Universe, ça ne sert qu'à recycler des projets abandonnés. Et je tiens aussi à parler de la réalisatrice Patty Jenkins, que son choix est assez intéressant parce que il y a quelques années, elle devait réaliser Thor 2. Mais elle fait virer pour différence artistique. Traduction, elle s'est pas laissée formater pour faire de la pub pour Avengers 3. Ce qui fait que Marvel l'a virée et l'a remplacée par le très mauvais Alan Taylor, au point que ça a énervé Natalie Portman, qui ne sera pas dans Thor 3 à cause de ça. Vous êtes vraiment cons chez Marvel. Et maintenant on peut confirmer que les gars de Marvel sont très cons, parce que maintenant on peut confirmer qu'un film de super-héros réalisé par Patty Jenkins, c'est super bien. Beaucoup disent que c'est le meilleur film du DC Cinematic Universe, et même moi qui aime beaucoup Man of Steel et Batman v Superman, je suis d'accord. Ce film est le meilleur film du DC Cinematic Universe. Ce qui était pas vraiment compliqué, mais voilà. La principale raison pour laquelle c'est le meilleur film, c'est tout simplement parce que l'univers est développé. Les personnages, l'histoire, elles sont développées. Là où Man of Steel et même Batman v Superman, qui est à 80% des dialogues, étaient trop accélérés et ne développaient pas assez leurs personnages et leur univers. Là, par contre, Patty Jenkins prend le temps de donner vie au personnage de Diana, au personnage de son équipe qui l'entoure, au personnage de Trevor, voilà. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus investi par l'histoire et on est dedans. La mise en scène est très efficace, bien qu'on voit un petit peu les limites de Patty Jenkins, vu qu'il s'agit de son premier blockbuster pété de thunes. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont elle reprend un petit peu des codes des précédents films du DC Cinematic Universe. Comme par exemple, dans Man of Steel, beaucoup se plaignent que le film est monochrome, mais le truc c'est que le monochrome servait à faire un contraste avec les séquences sur Krypton qui, elles, avaient des couleurs très chaleureuses. Patty Jenkins refait la même chose. Quand on est sur l'île des Amazones, c'est des couleurs très flashy, très contes de fées, etc. Et dès qu'on arrive à Londres, c'est gris, 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 parce que le monde est pourri. Et ça va encore une fois avec la thématique que j'avais expliquée dans mon Fermez-la sur Man of Steel, sur le super-héros qui doit ramener les couleurs à ce monde. Et là, c'est très littéral parce que le personnage de Diana est un personnage vraiment enfantin tant elle est naïve. C'est la naïveté touchante, vraiment. C'est celle qui croit vraiment en la justice, en le bien, etc. Qui pense que toutes les mauvaises choses du monde sont juste dues à un seul personnage. Et là-dessus, elle peut paraître un petit peu conne sur certains moments, mais tu vois vraiment que c'est pas de la connerie. C'est juste que elle a grandi dans des histoires pour enfants, elle pense que c'est comme ça que le monde fonctionne, et là, elle a une vision positive du monde. Et justement, tout le film, ça va être sa confrontation de sa vision positive du monde à la réalité, à savoir le pire exemple de l'humanité, à savoir la Première Guerre mondiale. Même le choix de faire passer ça durant la Première Guerre mondiale est très malin, parce que justement on sait que après ça il va y avoir une Seconde Guerre mondiale. Donc du coup pendant tout le film tu te dis, ce que Diana va faire ça va servir à rien, l'humanité reste pourrie, ils vont continuer à provoquer des guerres. Tu as Ares, comme elle dit, ça va pas suffire, non, le monde est beaucoup plus complexe que ça. Mais en même temps t'as tellement envie d'y croire, parce qu'elle y a une telle passion et une telle conviction que t'as envie que l'humanité soit digne de sa vision des choses. Le personnage de Steve Trevor aussi est très cool. Ils lui ont donné un petit côté un petit peu égocentrique, ce qui est normal parce que c'est Chris Pine, James T. Kirk en personne, mais il reste sympathique. Et surtout, tu sens qu'il est vraiment investi par l'histoire que lui raconte Diana, quoi. Tu sens que dans les moments où il doit lui expliquer que le monde ne fonctionne pas comme ça, il s'adresse grosso modo à un enfant qu'on est obligé d'expliquer que le Père Noël n'existe pas. Ça lui fait autant de mal à lui de lui dire que elle de le découvrir. Et les autres personnages, là aussi c'est très intéressant, les autres personnages sont vraiment attachant. L'équipe de Wonder Woman, ils sont là que pour quelques minutes, et pourtant ça marche. Ils sont un petit peu comme les 5 cyclones dans Kung Fu Panda. Ils sont pas là longtemps, mais tu as juste assez pour t'y attacher. J'ai envie d'en savoir plus sur le chef, parce que le chef, c'est le genre de personnage voyou, mais quand même avec un code d'honneur que j'aime bien, voilà, parce que on le présente comme étant un contrebandier, bref, un mec qui fait n'importe quoi pour un petit peu de thunes, mais après qu'il ait sauvé tout un village, enfin qu'il ait participé au sauvetage de tout un village, voilà, il y a des villageois, voilà,
c'est vraiment le village européen cliché avec les pauvres gens, etc., qui sont mal habillés, etc., qui essaient de le récompenser avec un petit peu d'argent, et le mec il genre non, s'il vous plaît, gardez votre argent. Et c'est là que tu vois que malgré le petit côté voyou qu'il a, il a un code d'honneur, et c'est ce qui le rend vraiment attachant. Et les autres personnages sont pareils, que ce soit le sniper joué par le mec de Transpotting qui a un petit qui ne sert à rien quand on y pense, parce que c'est un sniper qui ne tire pas. Parce qu'il a été traumatisé par la guerre, etc. Alors au moment où tu te dis, bah du coup il ne sert à rien vu que voilà il n'utilise pas son fusil, et dès que tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, bah justement lui aussi il demande mais qu'est-ce que je fous là, je sers à rien. Et Wonder Woman elle est genre bah qui c'est qui va nous chanter des chansons sinon. Et voilà, là de suite, toute l'équipe devient super attachante. Ça fait un petit peu film Disney, mais bon film Disney, voilà, parce que il y a des fois où des films qui se veulent adultes, ils auraient bien besoin de personnages à la film Disney comme ça. Au niveau des thématiques, ce que je trouve intéressant, c'est que le centre du film, c'est pas tant le féminisme. Le féminisme, c'est pratiquement un détail, parce que c'est vraiment, ça se limite vraiment qu'au passage à Londres, parce que le passage à Londres, il dure même pas 10 minutes, et c'est seulement là qu'on a le coup de oh les femmes sont censées s'habiller comme ça, oh les femmes sont pas censées parler plus haut que les hommes, etc. Mais ça dure pas longtemps, et surtout voilà le message est très clair. Voilà, Wonder Woman, elle prouve à tout le monde que les femmes peuvent être tout aussi fortes, voire meilleures, et voilà, pas besoin de faire tout un discours sur le féminisme. Non, la véritable thématique, comme je l'ai expliqué, c'est cette gamine qui a des rêves d'enfant, qui a des convictions, qui a une philosophie des plus positives, et qui est confrontée à la cruauté du monde réel. Et c'est parfaitement illustré par la confrontation finale dont nous parlerons dans quelques instants, parce que c'est un petit peu un spoiler. Le film est aussi très évidemment un plagiat de Captain America. Je veux dire, même la fin, c'est pratiquement la fin de Captain America First Avengers. Mais c'est un bon plagiat de Captain America, parce que c'est pas comme dans Suicide Squad où ils ont plagié les Gardiens des Galaxies juste parce qu'il fallait plagier les Gardiens des Galaxies. Non, là, ils ont pris le concept de Captain America et l'ont amené autrement. Là où Captain America apportait surtout une réflexion sur les personnages de bande dessinée, Wonder Woman c'est plus une réflexion sur les héros mythologiques en général, pas seulement la mythologie grecque, mais aussi la bande dessinée, les mythes, un peu tout quoi. Et surtout dans le style graphique, ça s'éloigne un petit peu de Captain America, et même l'humour, parce que l'humour de Captain America c'était surtout dans la façon de casser des codes ou de faire de la vanne, mais là l'humour ça repose surtout sur la personnalité des personnages. Ce qui fait que oui, ils se sont un petit peu marvelisés, mais en même temps ils gardent une certaine identité, ils gardent un petit peu leur thématique sur le monde cruel, etc. Ce qui fait que ça reste un film du DC Cinematic Universe. Donc là-dessus, bien joué. Il y en a beaucoup qui disent que c'est moins bien que le film d'animation, mais honnêtement, je me suis revu le film d'animation dernièrement, je me suis pris le Blu-ray qui est ressorti justement pour profiter du succès du film, et il n'était pas si parfait que ça le film d'animation. Je vais même dire, le film d'animation a quelques défauts que le film live a très bien évité. Oh sûr, au niveau de l'imagerie, le film d'animation est meilleur, le méchant est beaucoup plus cool, et au niveau de l'adaptation de l'histoire de Wonder Woman, le film d'animation est beaucoup plus fidèle. Et c'est un petit peu ça le problème, le film d'animation se contente de faire Wonder Woman, alors que, voilà, je trouve ça plus intéressant de prendre Wonder Woman et d'essayer d'en tirer une certaine thématique. C'est ce que font les meilleurs films de super-héros actuels. Voilà, je veux dire, les Batman de Nolan, justement, il a pris Batman pour en raconter quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus philosophique et de beaucoup plus politique. Et c'est ce qu'a fait Patty Jenkins en prenant ce modèle héroïque et le confronter à la cruauté du monde réel. Même au-delà de ça, le personnage de Steve Trevor est très lourd dans le film d'animation, là où dans le film live il est très attachant. Donc là-dessus le film live est supérieur, parce que voilà, c'est très important de rendre Steve Trevor attachant, parce que voilà, c'est censé être le représentant des hommes pour Wonder Woman, et en faire un gros pervers qui arrête pas de complimenter Wonder Woman pour ses nichons, ça devient lourd, même si c'est pour la blague. Ils ont réussi à rendre pas drôle Nathan Fillion, quoi. C'est juste... non. Et même un petit truc auquel les gens ne pensent pas forcément, les Amazones dans le film d'animation sont tous des bimbos. Alors que je m'excuse, mais tout un peuple de femmes guerrières, elle doit pas forcément ressembler à des bimbos de 30 ans qui peuvent aller sur un magazine de Playboy. Hein. Non, là dans le film live, il y en a qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, voire soixantaine, qui sont plutôt toutes fraîches, quoi. Voilà, notamment Robin Wright Penn qui est pas là longtemps, mais qui arrive encore une fois à donner suffisamment de matière pour rendre son personnage attachant. Ou même certaines Amazones dans le fond, il y en a une, elle ressemble à une véritable bête. Voilà, le Nostalgia Critique il s'en moque dans sa critique en mettant Malcolm déguisé en femme, mais c'est limite ça en fait. Hein. Et puis aussi dans le film d'animation, le texte féministe, il devient lourd, genre oh vous tous les mecs vous êtes tous pareils, etc. Voilà, au bout d'un moment ça devient lourd. Après voilà, le film live a des défauts bien sûr, les effets spéciaux qui sont assez limités, ce qui en même temps, vu que je soupçonne Warner et DC d'avoir
un petit peu moins confiance à leur DCCU, et en particulier en Wonder Woman qui, voilà, le genre des super-héroïnes, comme je l'ai expliqué, c'était pas évident, donc forcément ils ont voulu un petit peu sauver les meubles et certains effets spéciaux sont pas aussi bien qu'ils pouvaient l'être, surtout pour un film de 2017. C'est pas Pirates des Caraïbes 5 au niveau des effets spéciaux moches, mais quand même, hein. Et le montage qui, durant les scènes d'action, a quelques petites limites, mais ça, voilà, je l'excuse parce que c'est le premier blockbuster pété de thunes et film d'action de Patty Jenkins, voilà, et puis de toute façon, je trouve qu'elle gère bien mieux le spectacle et l'action que par mal certains soi-disant spécialiste du spectacle et de l'action, hein, comme Alan Taylor ou Michael Bay. Et le personnage de Dr. Poison, je l'aime bien. Il y a d'ailleurs une scène que j'aime bien avec le général où ils empoisonnent tout un groupe de généraux allemands, voilà, que le général laisse derrière lui un seul masque à gaz, et le Dr. Poison est genre mais ça sert à rien, on a fait en sorte que le poison marche même quand on a le masque. Oui, ça ils le savent pas. Et là il faut un rire de méchant de Batman de Adam West qui m'a fait plier en deux, mais voilà, il y a quelques scènes sympas avec le Dr. Poison, mais elle aurait mérité un peu plus de développement, surtout pour un certain passage dans la fin. Au-delà de ça, j'aime bien son design, j'aime bien le personnage et j'aime bien l'actrice, voilà, donc cool. Maintenant, passons à la partie spoiler. Pas trop spoiler parce que techniquement Warner Bros, qui est trop con pour vivre, vous a déjà spoilé le truc, voilà. Ça concerne le méchant Ares. Parce que oui, les cons de la Warner, voilà, ils ont annoncé quel acteur jouerait le méchant. Voilà, malgré tout le film qui essaye de créer du suspense, oh en fait Ares c'est peut-être lui, à moins que ce soit quelqu'un d'autre, mais qui pourrait bien être Ares, et certainement pas ce mec que l'on soupçonne pas, oh mon dieu c'est le mec qu'on soupçonne pas, et ben tout ça c'est totalement détruit par ces cons de Warner qui ont annoncé quelques mois avant que la sortie du film, ouais en fait le mec qui joue Ares ça va être le professeur Lupin de Harry Potter. Gros con! Ah, c'est limite si vous avez pas cherché à saboter le film. Bon, cela dit, niveau sabotage, vous auriez pu faire bien pire, hein, on a bien vu ce que vous avez fait avec Suicide Squad, mais merde! Vous êtes vraiment con. Tout le film essaye de créer un mystère et vous, boum, vous êtes con. Certains se plaignent que, justement, le mec, il a pas du tout l'apparence d'un dieu de la guerre. Et moi, je trouve que, justement, c'est ce qui rend la révélation encore plus brillante. Parce que, justement, tu t'attends à ce que ce soit un gros bourrin, voilà, le dieu de la guerre, etc. Mais, comme il le dit, il n'est pas le dieu de la guerre. Il est le dieu de la vérité. Il veut juste montrer que l'humanité est loin d'être parfaite. Il ne force pas l'humanité à faire la guerre, il ne fait que leur donner certaines idées, ce qui montre un petit peu une certaine hypocrisie du personnage, mais qui surtout montre qu'il est beaucoup plus vicieux et sournois. Ce qui fait que le faire jouer par le professeur Lupin, ça passe. C'est pas le Ares de la bande dessinée, pour ça vous pouvez voir le film d'animation. Mais voilà quoi, le personnage qu'ils en ont fait dans le film live, ça aurait été inapproprié d'en faire un gros bourrin comme on le connaît. C'est un personnage qui combat Wonder Woman pas seulement avec la force, mais avec ses mots. Donc forcément, fallait quelqu'un qui ait un petit peu de parlotte, quoi. Ça va encore une fois avec la thématique de la naïveté de Wonder Woman, qui est confrontée à la dure réalité que Ares lui balance dans la gueule. Et justement, ce combat est pratiquement philosophique. Oui, l'humanité a peut-être énormément de défauts, mais malgré ça, je continue à croire que il y a des forces qui leur permettraient de devenir meilleurs, comme l'amour. D'ailleurs, beaucoup se moquent du discours sur l'amour, mais moi je trouve que c'est totalement approprié pour des dieux mythologiques qui justement tirent leur force de certaines philosophies comme la guerre, la corruption, le chaos, l'amour, voilà. Donc moi je trouve ça totalement normal. Même le fait d'avoir repris son origin story des New 52, qui est pas une super bonne origin story, parce que la véritable origin story de Wonder Woman, c'est que sa mère l'a sculptée dans de la terre cuite et Zeus lui a donné vie, voilà. Tandis que dans les nouveaux 52, ils en ont juste fait la fille de Zeus, voilà, ce qui vraiment un petit peu décevant, voilà. C'était beaucoup plus intéressant de voir que vraiment Wonder Woman est née de toute matière, voilà, qu'elle n'est pas forcément née de façon biologique. Mais là ils ont utilisé les deux origin story de façon assez intelligente, en montrant la partie où sa mère l'a vraiment sculptée dans de la terre, étant la partie un petit peu les enfants naissent avec une cigogne, etc. Voilà, voilà comment on fait réellement les bébés. Voilà, ça va encore une fois avec le fait que Wonder Woman doit apprendre que sa vision naïve des choses, sa vision enfantine, c'est pas le vrai monde et qu'elle doit un petit peu grandir, mais tout en restant fidèle à ses idéaux. Et pour ça, c'est un excellent film de super-héros tout court. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur de tous les temps, même pas le meilleur de cette année. Pour les meilleurs films de super-héros de cette année, pour l'instant, les Gardiens de la Galaxie 2 et Lego Batman sont au-dessus. Voilà, et pourtant Dieu sait que j'aurais bien aimé que Marvel se fasse un petit peu rabaisser, mais voilà, là ils ont laissé James Gunn bien bosser, donc voilà. Mais cela dit, il y a une très bonne compréhension de la mythologie des super-héros, de la mythologie de Wonder Woman, et juste le fait de faire un film de divertissement qui a quand même de l'émotion et de l'intelligence, voilà. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur tous ceux qui se plaignent que ce film est beaucoup trop long.
Alors que justement, le fait que le film prend son temps pour développer ses personnages, c'est justement ce qui le rend supérieur à toutes les merdes trop accélérées qui oublient toute leur matière. Bref, je vous conseille vraiment ce film, et les studios de super-héros et tout, prenez un petit peu exemple sur ce film, parce qu'il y a de très bonnes leçons à tirer de ce film. Surtout chez toi, Marvel.